Le plaisir est mien de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique? Tel a été les thèmes exposés par le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Lohandomboyo, au cours de ce 3e jour de la 8e édition de l'Expo Béton, ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Reportage de Meshak Lofaka et Vite Panzou. Lors de la 3e journée de la 8e édition de l'Expo Béton, tenue ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Lohandomboyo, a présenté des pistes de solutions pour lutter contre les défis urbains auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Dans son intervention, Guy Lohandomboyo a mis en lumière plusieurs problèmes majeurs qui affectent l'urbanisme de Kinshasa, notamment la mauvaise construction, le manque d'études préalables au lieu de construction. Ces problèmes contribuent à une croissance désordonnée de la ville, entraînant des difficultés en matière de logement, de transport et de services publics. Les constructions qui sont faites actuellement sur la ville province de Kinshasa. Je vous ai dit, j'étais dans le plateau des professeurs. J'ai échangé avec eux. Je dis, vous qui avez construit cette maison, est-ce que vous vous êtes posé la question si la qualité du sol où vous êtes, cette terre est en mesure de recevoir une construction ou pas? Et quel type de construction? Ils n'ont pas signé le bon. Donc, chaque espace physique de notre pays, ce n'est pas forcément pour faire des projets immobiliers. Pas forcément. C'est là où je vous ai dit que nous, comme le ministère de l'Aménagement, dans le cadre de la planification, quand nous affectons, nous déterminons pour dire que cet espace, c'est pour les activités agricoles. Mais nous n'allons pas affecter cet espace aux activités agricoles sans que nous ayons fait d'abord une étude au préalable. Je vous l'ai dit ici, il y a une étude qui venait d'être finalisée. Ça nous a pris 2 ans sur le potentiel agricole de notre pays. Donc nous avons aujourd'hui une cartographie avec un zonage clair des endroits où on peut ou ne pas faire l'agriculture. Ce qui fait que si vous allez aux affaires foncières, parce que si l'espace relève du domaine foncier privé de l'État, vous pouvez signer un contrat de location, on vous délivre un certificat d'enregistrement, comme tout Congolais correct, dites je vais aller à l'urbanisme pour obtenir mon permis de construire, le guichet unique vous reçoit, vous payez les droits qui sont liés à l'État. Mais cet endroit n'est pas appelé à recevoir des constructions. L'Expo Béton continue d'être une plateforme importante pour discuter des défis et des opportunités liées à l'urbanisme et à la construction en République démocratique du Congo. Les interventions comme celle de Guy Lohandomboyo sont essentielles pour orienter les politiques publiques et les actions concrètes envers un développement urbain harmonieux. Et sur un autre volet, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a relevé de ses fonctions Dorothée Nganiza Massirika, ministre provincial en charge de finances, de l'économie, de l'industrie, du commerce, de l'entrepreneuriat et de la fonction publique pour de fautes graves. Il lui est reproché d'avoir demandé un prêt auprès d'une banque sans l'aval du gouvernement provincial et d'avoir permis la reprise des activités à 2 sociétés minières à Fizi. Regardez. C'est dans un arrêté provincial daté du 9 septembre que cette mesure a été prise. Pour le gouverneur Jean-Jacques Purusi, Madame Massirika Nganiza Dorothée a posé des actes coupables, répréhensibles et préjudiciables de nature à ternir l'image et la crédibilité du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le prêt sollicité est de 5 millions de dollars américains au nom de la province sans que l'autorité provinciale ni l'Assemblée provinciale, moins encore le Conseil des ministres ne soient préalablement informé. Il a autorisé la reprise des activités au profit de 2 sociétés minières opérant à Fizi à la suite des paiements insignifiants dans la caisse de la province, court-circuitant ainsi les compétences et les efforts du groupe d'experts ad hoc constitué à cet effet par le gouvernement provincial, dit cet arrêté. Au-delà de ces griefs, d'autres également s'ajoutent
notamment le retard dans la mise en place des mesures draconiennes visant à supprimer et à réduire les tracasseries et la taxation en défaveur des petits vendeurs et commerçants, ainsi que des mécanismes d'éradication des pratiques frauduleuses qui favorisent l'évasion fiscale. Des actions qui ont poussé à la révocation de la ministre qui n'a duré que 2 mois et quelques jours dans le gouvernement provincial. Cette révocation est intervenue au lendemain d'un meeting de redevabilité tenu au stade de la Concorde par le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. Le chef de l'exécutif provincial avait annoncé des sanctions contre tous ceux qui se compromettraient dans son équipe. Au Sud Kivu, alors qu'elle était chef de division chargée du recouvrement à la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, Dorothée Massirika avait été révoquée par le gouverneur Théo Ngwabidje pour avoir exercé une activité commerciale, en l'espèce le commerce du ciment, alors que cela lui était strictement interdit en sa qualité d'agent public de l'État et chef de division chargé de recouvrement à la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes en juillet 2020. Elle était également accusée de faire usage d'une déclaration d'origine inconnue, minorant la qualité de ciment importé par rapport à celle renseignée dans la déclaration délivrée par l'administration douanière rwandaise, dans le but de se procurer les avantages illicites. Parlons santé dans ce bulletin à l'occasion de la dernière réunion par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, élargi au partenariat de la santé dans l'organisation de la santé. 47 cas ont été notifiés et aucun cas n'a été positif. La province du Haut-Katanga n'a toujours pas de cas positifs confirmés de l'épidémie de variole de singe. Regardez. La province du Haut-Katanga n'a toujours pas de cas positifs confirmés de l'épidémie de la variole de singe. À l'occasion de la dernière réunion tenue par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, élargi aux partenaires de la santé dans l'Organisation mondiale de la santé. 47 cas ont été notifiés et aucun n'a été positif. Concernant la surveillance épidémiologique, la province du Haut-Katanga, 47 cas suspects répartis en 15 zones de santé urbain et rural. 0 cas positifs jusqu'à ce jour. Nous poursuivons la notification des cas et le prélèvement des échantillons. Les points d'entrée sont intégrés dans les testings pour contrôler le trafic transfrontalier, explique le docteur Kaila Thérèse, médecin inspecteur provincial dans les Haut-Katanga. Elle a, dans sa mise au point après la rencontre mardi à Lubumbashi, précisé que le gouvernement provincial rassure la population sur la gratuité de la prise en charge des cas suspects ainsi que d'éventuels cas positifs. Auparavant, le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'était clairement exprimé sur le risque que court cette partie du sud-est à la suite de la proximité avec certaines provinces qui sont déjà touchées par l'épidémie de variole des singes. La sensibilisation se poursuit à travers les différentes zones de santé, selon le docteur Thérèse Kaila, médecin inspecteur provincial de la santé. Clôturons ces bulletins en septembre 2021, en septembre 2024, 23 ans jour pour jour que les États-Unis connaissaient la plus grande attaque terroriste de leur histoire. 2 avions de ligne détournés par le membre Al-Qaïda percutaient les tours jumelles du World Trade Center à New York, alors que 40 minutes plus tard, un 3e appareil ciblait les Pentecôtes, plongeant tout le pays dans le chaos. Selon les bilans officiels, 2977 personnes ont perdu la vie ce jour-là, faisant de cet dramatique événement l'attentat le plus meurtrier de toute l'humanité. Retour en images sur cette attaque terroriste sans précédent. Immigration, économie, avortement et autres étaient tout menu de cet échange. À la fin de ces débats, Kamala Harris est allée galvaniser ses supporters. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Mais il nous en reste 56, les gars. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes. Nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens, étant donné que la grande majorité d'entre nous partagent bien plus que nos différences. À 2 mois de l'élection présidentielle, les 2 candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées, avec parfois une dose d'allégations qui font débat. Donald Trump affirme, par exemple, que des migrants mangent des chiens et des chats dans une ville de l'Ohio. Je les aime et ils m'aiment aussi.
Reste à savoir si les deux prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 5 novembre. Reste à savoir si les deux représentants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 4 novembre. Nos excuses, ceci était le débat contradictoire entre Donald Trump et Kamala Harris. Nous y reviendrons avec l'attentat de 23 ans aux États-Unis à 11h30. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.